Bonsoir à tous, on va reprendre Autobiographie d'un Peter Pan de Pascal Géma. Chapitre 5e. Les personnages de ma vie. Vivants ou partis, il y a tous ces êtres qui comptent pour moi et ont attribué à ce que je suis devenue aujourd'hui. Ils m'ont aidé, élevé, enrichi, apporté beaucoup tout au long de ces décennies. Je les évoque tour à tour en parlant d'eux au passé, mais certains sont heureusement encore parmi nous. Voici mon tour d'horizon de ce cercle privilégié dans lequel on retrouve des figures de mon entourage, dont certaines ont déjà été évoquées dans mes chapitres précédents. Je pense à toi, maman, chaque jour qui passe. Tous les jours, dès que je le peux, je file marcher dans ce quartier chambois où j'ai grandi, insouciant, gai, parfois sottisier, mais toujours content de vivre dans ma ferme. Je pense souvent à toi et à papa, en train de partir dans votre petite voiture pour se rendre au club des anciens à Marche. Les plaisirs simples que nous avons eus reste gravé dans ma mémoire. Tout a changé à Chambois, même l'état d'esprit. De nouveaux couples sont arrivés pour occuper les maisons, mais j'ai l'impression que la ville s'est déplacée chez nous. Autre mœurs, autre mentalité. Maman, je ne te vois plus en train d'étendre le linge dehors comme tu le faisais si bien. Papa ne manquait pas de me faire remarquer que je te faisais trop travailler, avec toutes ces brailles à laver. Il y avait aussi parfois vos petits accrochages au quotidien dans votre vie de couple qui relevaient d'un film de Pagnol, comme je l'ai déjà écrit. La tendresse seule était la gagnante dans votre vie de fermier retraité. Les épreuves ne t'ont pas manqué, ma petite maman. Tu as perdu un œil suite à un décollement de rétine au début des années 80, mais tu gardais toujours le moral et tu as affronté le temps et les épreuves, aussi bien à 70 ans qu'à 15, quand tu cassais la glace du bassin à l'extérieur dans la cour de la ferme. Ta vie était réglée comme du papier à musique, mais dès qu'un imprévu surgissait, tu savais y faire face avec ton riri. Mes petits imprévus étaient casse-pieds quand je faisais le clown tout gamin, ou le nigo, comme tu disais parfois. Je t'exaspérais avec mes imitations lors de nos soupers familiaux. Je te revois en train de me crier après pour me faire asseoir. Des souvenirs comme ça, il y en a des milliers. Je te revois aussi, c'est plus triste, dans tes dernières années, subir un calvaire, calé dans ton fauteuil de souffrance, mais toujours soutenu par ton riri, qui ne te quittait jamais. J'étais là aussi, maman. Tu es la première personne qui compte dans ce chapitre, que je te dédie tout spécialement. Je pense à toi, papa, tout le temps. Je te revois lire ton journal et surtout m'envoyer les chercher à la boîte aux lettres. J'ai l'impression de t'avoir connu uniquement quand tu étais retraité alors que je suis arrivée à la ferme en 1968 et tu étais âgé de 48 ans. Nous en avons ramassé des poules d'élevage, monté des bottes dans les champs moissonnés pour les hisser dans les remorques. Ton monde, c'était les paysans, l'agriculture, avec ton aimé. Tu ne dérogeais pas à tes petites habitudes comme faire une sortie presque chaque année à la foire de Beaucroissant, incontournable rendez-vous régional du monde agricole. Quand je sillonne les routes du canton de Bourg-de-Péage, je revois immédiatement les petites voies que tu empruntais avec ton aimé en voiture pour les balades dominicales. La famille, c'était aussi quelque chose qui comptait pour toi et tu ne comprenais pas les séparations ou les tumultes de la vie de couple chez les personnes mariées. Comme beaucoup de tes contemporains, tu avais des idées bien arrêtées en matière de mœurs. Tu étais traditionnel, conservateur, mais tu étais poli, respectueux, et tu savais dire bonjour à chaque être humain qui se présentait à ton portail. Certes, tu avais peur de l'inconnu et les questions sociétales te dépassaient. Pour autant, tu n'aurais jamais pris ton vieux fusil pour régler les problèmes. Tes coups de gueule me manquent trop à propos de tout et de rien. Quand j'avais une crise de fou rire à table au moment du repas, tu devenais tout rouge. Bordel de Dieu! Il fait grignoler! Depuis ton départ, je n'ai pas retrouvé l'équivalent de ta personnalité chez d'autres agriculteurs. Comme les vedettes de cinéma d'autrefois, les paysans de la campagne d'antan, vous avez disparu par chez nous, et ça m'emmerde. Oui, tout a changé, mon vieux. Tu ne pourrais plus avoir les conversations que tu avais en famille ou avec tes amis. La chasse, c'est très mal vu. Boire la goutte, tout autant. Se proclamer partisan de l'ordre dans la société serait un crime presque puni par la loi. Ah, le père, on aura tout de même bien rigolé dans cette ferme.
Je t'ai piqué souvent du tabac gris en cubes qui brûlait dans la bouche, mais il me convenait bien pour faire quelques tiges que je clopais dans ton dos. Le père, tu méritais bien ces quelques lignes et cette première place dans mon cœur. Je pense à vous, mes frères biologiques, Christian et Alain. Le premier est resté auprès de notre maman à Romans avant d'intégrer des foyers de vie dans la Drôme, dont le dernier situé à Perrin. Je t'ai souvent rendu visite, mais tu étais dans ton monde, un univers relié à l'enfance, dont ta chambre en était la plus révélatrice illustration, avec les soldats et les jouets. Même si nous n'avons jamais pu conserver tous les deux, nos regards en ont toujours dit long. Malgré ton mutisme naturel, le personnel soignant m'a informé du fait que tu étais vraiment content de me voir te rendre visite. Le second frère, prénommé Alain, était mon opposé. Mais malgré de grandes différences, je t'ai toujours respecté, et si j'ai tenu des distances avec toi durant des années, tu savais que je pouvais répliquer en cas de souci. À l'instar de ce que j'ai tenté en vain dans l'imitation, tu as voulu faire une carrière de comédien, qui a aussi avorté. Mais tu as été un excellent professeur de théâtre dans la Drôme, rendant service à de nombreux jeunes dans un cadre scolaire ou associatif. Alain et Christian, vous, vous avez été mes frères, et je ne vous renierai jamais. Je pense à vous, Blanche et Louis, que je surnommais affectueusement Mamie et Papy. La première maison qui faisait face à la ferme d'Évinay, c'était la vôtre. J'allais souvent vous voir. Il y avait d'abord les taquineries de Louis, qui jouait superbement bien l'excédé de service vis-à-vis de moi. Vous comptiez beaucoup après mes parents. Mamie, je te craignais tout jeune, et je n'étais pas dans mon assiette quand tu me faisais des remontrances en lien avec mon comportement désinvolte. Ma pauvre Blanche, je n'avais pas compris que tu souffrais toi aussi, angoissée par la vieillesse qui s'avançait à grands pas, tandis que Louis, plus fort d'esprit, faisait face à l'existence en toute sérénité. Lui qui avait connu la déportation, les restrictions et les coups de bâton, il était bien conscient des années qui passaient, mais il se montrait philosophe. Je ne comprenais pas ce qui se passait parfois entre vous deux, mais j'ai compris plus tard que toi, Blanche, tu le menais de temps en temps à la vie dure à ton Louis. Tu as accepté tes caprices et tes crises de nerfs à répétition. Il y a eu parfois de la tension entre vous, mais les valeurs que vous aviez ensemble ont été plus fortes, et malgré tout, vous êtes toujours restés soudés, y compris quand la maladie vous a frappé. Tu as souffert, mamie, jusqu'à ton départ en 2009. Tu ne pouvais plus rester chez toi, alors tu t'es retrouvée dans un établissement spécialisé. Et Louis venait tous les jours te visiter, et quand tu es parti, c'est au cimetière qu'il se rendait presque quotidiennement. Louis, tu es resté plus longtemps dans ta grande maison, et nous avons fêté tes 90 ans en 2012 au restaurant à Montpellier. J'allais te rendre visite chez toi, où tu es resté jusqu'au bout, entouré de l'affection de tes filles et de tes petits-enfants. Tu ne gémissais jamais, et aucune plainte ne sortait de ta bouche quand je te demandais si tu ne souffrais pas trop. Pour te tenir compagnie, il y avait eu ce petit chien Tintin qui était devenu ton meilleur copain d'une grande nervosité. Ce joli clébard offert par tes filles sautait de partout quand on arrivait dans la cuisine. Je suis content que Tintin ait trouvé un maître après ton départ. Louis, tu es parti sans dire gare en janvier 2015, mais je savais que tu sentais ton parcours arriver à son terme. J'ai hâte de te revoir pour que tu me dises sur le seuil de la porte du paradis. Tu viens encore te faire payer à bouffer? Retourne en bas! Je pense à toi, tonton Marcel, comme ta présence constitue un manque dans ma vie. Tu étais le plus jeune frère de ma maman d'adoption. Tu avais le jour, en 1927, à bord de péage, et tu as travaillé en usine comme un ouvrier vaillant, proche de tes camarades. Je t'ai vraiment connu à la fin des années 70, quand tu venais régulièrement à bord de ta Simca 1000 à la ferme de Chambois. On te surnommait Coco. Tu avais connu de graves ennuis de santé qui t'avaient fait perdre quasiment l'usage d'un poumon, mais tu gardais cet appétit de vivre, de t'instruire, et je garde en moi ce que tu m'as dit un jour. Dans la vie, il faut toujours connaître, il faut toujours apprendre, être curieux de tout.
Tu as eu le malheur de perdre ta femme d'un cancer, mais tu as su refaire ta vie, au début des années 80, grâce à une compagne qui se prénommait Josette. Cette commerçante à la retraite a été proche de toi jusqu'au bout. La maladie t'a rattrapé à ton tour et tu nous as quittés en avril 1990 à l'hôpital de Valence. Je commençais seulement à devenir un homme capable d'échanger avec toi sur tous les sujets de l'existence. Tu étais la bonté même. Josette n'a pas supporté ton départ et elle a choisi de quitter ce monde quelques mois plus tard en plongeant dans le Rhône. Je pense à vous deux, Evelyne et Christian, la belle-sœur et mon demi-frère qui résidait à Chambois en face de la ferme familiale. Vous étiez certainement le dernier lien qui me rappelait maman et papa. Tous les deux, vous avez été mariés pendant plus d'un demi-siècle et vous avez vécu à la campagne. Vous mangiez et respiriez campagne. Grâce à vous, je pouvais encore évoquer le souvenir d'Aimé et Henri et bénéficier d'un moment de convivialité dans votre ravissante propriété. Certes, les temps ont changé et nous savons bien que l'absence de nos êtres chers a contribué à des changements dans notre quotidien. La formule « le spectacle continue » n'est pas exacte. Il faudrait dire « le spectacle continue, mais sans eux ». Et dans ce cadre-là, c'est tout à fait différent. Evelyne et Christian, c'est toujours un plaisir de passer un moment sur votre terrasse bien calme plantée dans cette campagne dont je ne pouvais pas me passer. Je pense à toi, Daniel. Tu faisais partie de ces amis dont la longévité de présence prouve ta loyauté absolue. Pendant plus de 30 ans, nous nous sommes croisés et avons passé des moments agréables autour d'une table ou devant un écran pour regarder un film, un bon classique, comme nous les aimions. Ta présence était apaisante et calmait mon esprit en ébullition. Comme moi, tu as eu aussi ton lot de soucis pour ta santé et nous nous comprenions parfaitement bien. Tu m'as prodigué plein de bons conseils pour se maintenir en forme et surtout en matière de lecture. Tu n'as jamais compté les tonnes de livres que tu as lus. Tu faisais partie de notre monde romano-péageois, même si tu as toujours fait preuve de discrétion. Pourtant, et cela est à mettre à ton crédit, tu as réalisé un petit court-métrage dans le centre historique de Romans, mettant en valeur ton jeu d'acteur devant la caméra d'un amateur. Tu aimais les gens, la vie culturelle, les bons concerts et donnais de l'argent pour la bonne cause. C'était tout à ton honneur. Tu te refusais à toute critique sur les uns et les autres. Pas de méchanceté gratuite sur les gens. Pas de médisance. Être comme ça relève d'un comportement exemplaire. Qu'on le veuille ou non, y compris en faisant très attention, nous sommes tous amenés à porter des jugements sur les gens qui nous entourent. Daniel, ton surnom de philosophe, t'allait comme un gant. Je pense à vous, André et Gilles. Vous avez été mes parents de substitution depuis le départ des miens en 2002. En 1988, j'ai fait votre connaissance alors que j'étais un peu perdue, totalement exaltée, gavée de vieux films et d'amour pour mes vieilles célébrités du 7e art. Vous aviez la cinquantaine, fonctionnaire passionné par beaucoup de choses dans le cinéma. Nous avons fait connaissance et le courant est tout de suite passé entre nous. Vos deux enfants sont devenus dans la foulée de bons amis et nous avons vécu un grand bonheur en visionnant des quantités de films dans le confort de votre belle villa à Pisançon. Si vos enfants se sont un peu éloignés du domicile familial dans les années 90, vous avez été toujours là pour me recevoir de temps en temps, histoire de prendre un verre et de bavarder au sujet de l'actualité. Nous avons rencontré ensemble de nombreux artistes, et vous êtes devenus des piliers de la foire du Dauphiné en fonction des sympathiques ambassadeurs de cette manifestation. Hélas, à partir d'août 2020, vous avez préféré trancher d'un coup les liens amicaux exceptionnels que nous liaient depuis tout ce temps. J'ai reçu 2 courriers de votre part dans lesquels vous m'avez exprimé à demi-mot votre désir d'arrêter notre grande amitié sans me donner de véritables raisons. Selon vous, d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis un raté qui n'a pas réussi son existence. Vous avez souhaité que tout s'arrête. Je n'étais plus digne de franchir le seuil de votre porte d'entrée. C'était votre avis, et je ne vous en voudrai jamais. Je pense à toi, Marco. Tu t'appelais Mayera pour l'état civil. Tu es parti tellement vite de mon paysage visuel, lequel un sale jour de printemps. Je te revois
en train de sortir de l'usine Jourdan, pour te rendre au restaurant de la maison des jeunes Robert Martin à Romans. Avec ta démarche rapide, ton éternel parapluie, ta casquette vissée sur la tête, tu étais un ouvrier extraordinaire. Tranquille, ça marche, étaient tes mots les plus utilisés qui te faisaient reconnaître entre mille. Au bar de la MJC, tu buvais ta bière et c'était toujours un plaisir de bavarder quelques minutes avec toi. Certains se qualifieraient de simplé, mais tout le monde t'aimait, mon ami. Comment pouvait-on te détester? Tu as travaillé toute ta vie dans cette célèbre entreprise Jourdan aux fonctions de bon ouvrier manutentionnaire. Tu bossais bien et tu amusais la galerie. La MJC était ton fief et tu ne manquais pas de venir parfois participer à certaines soirées au cours desquelles tu mouillais parfois un peu trop la meule. Tu en as fait rire des jeunes. Un beau jour, tu n'étais plus au bar de la MJC. Je t'ai recroisé devant la maison de retraite des minimes de Bourg-de-Péage, devant laquelle j'ai fait l'unique photo que je possède de toi. Quelque temps plus tard, j'ai appris que tu nous avais quittés. C'était en 2009. Tu es parti dans l'anonymat, comme 99% des humains qui peuplent l'humanité. Mais sache que je suis fière de te consacrer quelques lignes. Tu as été un type formidable, mon Marco. Je pense à toi, Mimile. Tu t'appelais Émile Chevalier, mais on te surnommait toujours Mimile, dans les locaux de la maison des jeunes Robert Martin. Avec, Avec Marco, tu étais aussi un personnage haut en couleur, maçon à la retraite qui vivait modestement dans un petit appartement d'un foyer d'immigrés situé à lisière du quartier de la Monnaie à Romans. Tu as durement travaillé comme maçon sur les chantiers, élevé une grande famille, puis la misère t'a frappé avec les années impitoyables qui ont défilé. Tu avais pris tes habitudes à la MJC. Tu arrivais tous les jours en fin de matinée au bar avant de descendre au self pour prendre ton repas. Tu étais une gueule dans le sens noble du terme. Tu remontais ensuite au bar pour prendre ton café et te roulais une clope bien serrée avec ton tabac gris. Les derniers temps de ta vie, tu as choisi de dévorer ton casse-croûte au bar de la MJC, sur ta table réservée. Combien d'heures avons-nous parlé tous les deux? Je ne m'en souviens plus, mais on a refait le monde des centaines de fois. Tu étais marqué par les épreuves de ta vie, mais tu savais faire face. Je te revois sur ta table, à l'heure du café, en train de lire les journaux, la tige vissée dans le bec. Tes gestes comme ta voix étaient fantasques. Tu étais très volubile pour expliquer ce que tu avais vécu. Tes grimaces et les imitations des gens que tu connaissais me faisaient rire aux larmes. Pendant quelques années, je t'ai perdu de vue, puis je suis allée te revoir un sale jour à l'hôpital de Romans. Tu me disais sur ton lit. Merci Josie, c'est gentil. Oui, un peu. Puis là, c'est le côté émouvant, donc oui. Mais d'où vient cette connerie que je ne peux plus parler? Tu étais très malade. Le crabe te dévorait à petit feu. En décembre 1998, tu as quitté ce monde dans lequel tu t'étais pourtant bien démerdé pour survivre. Depuis, je suis souvent triste en pensant à toi. Je pense à toi, Denis. Que sais-je de toi? Pas grand-chose, mais je t'ai croisé plusieurs fois en ville. Ta démarche était unique. Tu faisais partie intégrante de mon paysage personnel, des personnages de mon existence. Tu étais un pauvre R sans famille heureusement recueilli par un couple de pompistes à Bourg-de-Péage qui te procurait beaucoup de joie en t'invitant pour les fêtes et certaines occasions. Tu étais originaire d'Auvergne et tu étais venu te perdre dans Romans où tu es parti un beau jour sans crier gare. Mais je sais que tu as aussi des moments de bonheur en donnant un coup aux mains bénévoles, aux carnavaliers de Romans qui offraient un beau spectacle dans les rues de la ville. Ta joie était contenue mais réelle quand tu partageais avec d'autres comparses au repas, au bar des pêcheurs, dans la rue Saint-Nicolas à Romans. Tu étais un brave homme, Denis. Je pense à toi, mon Alban. Tu étais mon meilleur ami masculin dont les liens ont débuté en 2013.
Tu es venu un beau jour accompagné par des amis que nous avions en commun, et depuis nous ne sommes jamais perdus de vue. Jamais une engueulade, sauf une petite brouille sans lendemain. Mais nous n'avons pas eu besoin de monter le ton, l'un contre l'autre, dans une conversation même si nous n'étions pas d'accord sur tout. Je me retrouvais tellement dans ton parcours personnel, mon grand ami. Tu aimais les gens, et par humanisme tu as tenté tes expériences de vie. Tu as vu le jour en 1996, alors que j'avais 28 ans. Nos différences, nous avons réellement su en faire une richesse complémentaire, au point que nous faisions mentir celles et ceux qui clament que les amitiés intergénérationnelles ont du mal à perdurer au fil du temps. Malgré tes études en philo à Grenoble et tes différents déplacements ou emplois dans le pays, tu as toujours trouvé du temps pour revenir passer une soirée chez moi ou pour m'appeler. Et jamais nous ne sommes tombés en panne de conversation. Nous avons progressé ensemble. Chacune de tes visites était toujours trop courte, mais nous les savourions à chaque fois, tous les deux, ou alors entourés à table par nos connaissances communes. Je pense à toi, ma Sylvie. Une solide amitié perdure depuis 2001 malgré la distance, les relations, nos occupations. C'était toujours un plaisir de te revoir, soit autour d'un repas, soit sur le sentier d'une forêt dans laquelle nous vénérons tous les deux notre mère la nature en admirant les oiseaux ou en embrassant les arbres, source de vie. Tu étais ma conscrite. Nous étions tous deux correspondants locaux de presse, mais tu possédais avec moi un point commun très important, une sensibilité à fleur de peau. Nous ne comprenions pas la connerie humaine, la méchanceté gratuite ou non, les bêtises lourdingues, les mauvais traitements infligés aux animaux. Sylvie, tu étais touchante dans ta façon de t'exprimer. Ta douceur me touchait également, et j'étais fière de te compter comme ma meilleure amie féminine. Je pense à vous, Jean-Luc, quand j'ai commencé à lire beaucoup de journaux dans les années 80. J'ai découvert les articles de Jean-Luc Blanc dans l'hebdomadaire L'Impartial. Que du bonheur! Vous étiez un maître dans l'art de frapper là où ça faisait mal et de manier la langue française en rivalisant facilement dans les trouvailles journalistiques composées de jeux de mots et de phrases cyniques ou ironiques, toujours détonnantes. Quand j'étais correspondant de votre hebdo, j'ai eu la joie de vous côtoyer quelque temps dans votre fief, qui était la rédaction de la rue Mirabeau, où vous travailliez parfois très tard, en solitaire, y compris le dimanche soir. Il y avait toujours ces bons mots qui me faisaient rire, y compris quand nous étions en reportage sur le terrain. Combien de fois vous ai-je vu brocarder à votre façon tel ou tel élu? Grâce à vous, j'ai appris des expressions qui reviennent souvent dans ma façon de parler, mais aussi des choses du métier de journaliste avec en premier lieu le fait de ne pas compter ses heures au labeur. Passionné par ce que vous faisiez, vous ne voyez pas le temps s'écouler. Vous qui étiez pour moi et bien d'autres personnes la puissance de l'esprit, la force de l'intelligence, l'autorité incarnée, vous avez vécu, non pardon, vous avez connu une triste fin de parcours personnel. Un triste jour de 2008, à l'âge de 55 ans, vous avez dit stop à l'existence qui avait fini par vous torturer au point de vous faire lâcher prise une fois pour toutes. Comme je vous regrette. Les mots d'esprit ont disparu depuis votre départ. Je pense à toi, Laurent. Tu as été un super copain d'adolescence. Toi, le gamin issu d'une famille de résistants et de grands travailleurs. Tu es parti beaucoup trop tôt, au bout d'un quart de siècle de vie sur cette terre. Tu aimais la moto, et moi je la détestais quand j'ai appris qu'elle avait été la cause de ta mort. Ce 1er juillet 1993, j'étais devant l'église de Notre-Dame de Lourdes à Romans-sur-Isère, quand ton cercueil est sorti devant ta famille et tes amis. Ta grand-mère hurlait de douleur, et je suis encore pétrifiée de tristesse quand je repense à cette vision. Je préfère retenir nos moments de rigolade, mon Laurent. Toi, mon conscrit, tu n'auras malheureusement jamais vu grandir ta fille unique. Tu n'as pas eu le temps de vieillir. Ton rire résonne encore dans ma tête. Tes blagues acerbes, mais jamais féroces, me manquent aussi. Nous en avons passé des soirées émaillées, de beuveries enfumées, parfois jusqu'au bout de la nuit. Merci, mon grand. Je t'aimerai toujours. Je pense à toi, Pascal. Tu seras toujours mon tendre ennemi politique, mais celui qui m'a toujours reçu pour partager un repas,
ou une tisane dans ta grande maison de campagne à Parnant. Nous nous sommes connus durant ma période un peu folle et perdue pour reprendre un terme que tu aimes bien utiliser. Tu as fait preuve d'une grande tolérance à mon égard quand je m'amusais à déraper délibérément devant toi en défendant l'indéfendable. Mais tu savais bien que je ne pensais pas ce que je disais. Toi, l'homme de gauche, depuis toujours. Tu as été fidèle à ton idéal, et malgré tous les bouleversements de la vie politique, tu n'as pas bougé d'un iota dans tes convictions, ne comprenant pas les trahisons et les départs de certains proches ou non militants progressistes pour d'autres cieux idéologiques plus en vogue. Pendant un temps, tu as fait partie de ces militants qui ne transigeaient pas face aux propos extrémistes et révisionnistes. Mais tout a changé de nos jours. Le combat politique n'est plus de même nature, les gens changent très vite de veste et d'idées. Ils ne se sortent plus tellement quand on prononce des propos ignobles, tellement ceux-ci sont répandus et banalisés. Nous avions heureusement une passion commune, marcher quotidiennement sur les sentiers et les chemins de campagne. C'est tellement bon pour la santé. Je pense à vous, Jean-François Lanier. Vous étiez un des personnages indissociables du petit milieu culturel romanais. Issu d'une famille de commerçants et de braves gens, vous avez voué votre existence à l'histoire et l'écriture. Vous étiez également doué pour assurer le rôle de conférencier, avec un style inimitable que certains qualifieraient parfois de pompeux et de surjoué. Mais c'est ce qui faisait votre charme. Monsieur Lanier, c'était une voix, une démarche, un physique, une silhouette qui faisait toujours plaisir à croiser. Vous avez passé des nuits entières à rédiger des articles et des livres dans ce fameux opuscule à succès, Médecin des pauvres à roman, au XIXe et XXe siècle. Un thème indémodable qui rappelait le juste combat de ces praticiens en faveur des exclus, des déshérités, des malheureux. Dans vos appartements sur 3 niveaux situés dans un vieil immeuble romané, vous preniez le temps de vivre et de lire aussi, en consultant chaque jour des milliers de livres et de documents entassés dans toutes les pièces. Monsieur Lanier, vous étiez un brave homme dans le sens le plus noble du terme. Je suis fière de vous avoir écrit tant d'articles. Je pense à toi, Michel Vagnoux. Notre ancien dirigeant de la foire du Dauphiné était un grand consommateur de réseaux sociaux, en s'affichant souvent au fil des jours dans toutes les circonstances et les périples de son existence bien chargée en événements. Durant plus d'un quart de siècle, tu as été le pilier central de la foire, je dirais même le totem, autour de qui on se retrouvait avec plaisir et respect. Avant d'être marchand d'instruments de musique sur Romans et Valence, tu as écumé des quantités de scènes dans les salles de fête au sein d'ensembles musicaux régionaux. Le spectacle, ça te connaissait, et tu as toujours aimé monter sur scène, pousser la chansonnette. Tu étais un homme averti qui flairait chaque année les bons shows et spectacles des vedettes que tu faisais défiler pour le plaisir du public. Tu ne pouvais pas t'arrêter, parce que tu étais tellement bien dans cette ambiance de foire composée d'un public bigarré, des stands commerciaux visités, de loges pleines d'artistes et de vigiles, d'un espace VIP où tu communiquais tes instructions au régisseur. Tu avais l'œil sur tout et le sourire qui va bien quand arrive l'heure de faire les photos aux côtés des artistes. Tu n'extériorisais pas trop tes sentiments, mais tu savais faire preuve d'une grande générosité en toute discrétion. Tu avais la faculté de savoir aussi tout de suite à qui tu parlais et de cerner les personnalités. Michel, tu suscites chez moi pour toujours un immense respect et même une grande admiration. Je pense à toi, Christiane. Comment ne pas te considérer parmi les êtres les plus marquants de mon existence? Pourtant, nous étions différents, mais le respect de tes valeurs ne pouvait que créer un lien fort pour les gens de cœur que nous sommes. Ton rang social, ton parcours personnel, tout était aux antipodes de ma situation personnelle. Mais nous avons eu la chance de nous croiser alors que nous étions voisins à Romans. Nos chats respectifs ont constitué l'objet de notre première conversation. Puis le courant est passé et nous avons entretenu renforcé un lien amical au fil des ans. Je n'oublierai jamais qu'avec ton ex-mari Christian, tu n'as pas hésité à m'emmener au sein de ta belle famille, passer des réveillons de Noël durant plusieurs années alors que je n'avais plus de famille. Ces actes relevaient d'un sincère humanisme qui te fait vivre depuis toujours. Tu m'as rendu bien des services, y compris en me prêtant ta résidence principale,
pour organiser quelques repas avec mes amis. Tu seras à jamais une excellente amie. Je pense à toi, Enola. Tu es venue un beau jour manger dans mon appartement avec ton copain que je ne connaissais depuis longtemps. C'était durant l'époque de mes jeunes qui venaient régulièrement me voir. Toi, la jeune femme qui a dépassé la vingtaine, éloignée de mon univers, de ma génération, tu es devenue une excellente amie, indispensable, qui m'a fait le privilège de recevoir tes confidences. Belle, loyale, agréable, douce et sympathique, voici les adjectifs que j'ai réservés à ton sujet. Je pense à toi, Patrice. Tu as été l'ami que je n'ai jamais eu parce que tu es parti après une sale maladie au moment où j'ai débuté à écrire mes premiers papiers. Et nous n'avons jamais eu le temps de nous connaître réellement. Tu ré... Pardon. Tu régnais dans la grande rue Jean Jaurès, en plein centre de Bois-de-Péage. Nous avions des amis communs, mais tu m'as malheureusement connu dans ma sale époque. Celle où je faisais le grognier, comme tu le disais souvent. Nous n'avions jamais pris le temps de nous poser, de bavarder aussi peu. Tu avais un air de Pascal Sévran, qui me plaisait beaucoup. Tu adorais les beaux meubles, les belles maisons, bien t'habiller et les sorties entre amis. Tes manières et ta gestuelle faisaient ton charme. Tu as choisi de partir en fumée en septembre 99. Toi qui aimais la nature, tes cendres ont été réparties dans les bois du quartier des Balmes à Romans. À chaque fois que je me balade là-bas, je pense à toi. Je pense à vous, les membres de la famille Valentini. Même si depuis de longues années nous avons cessé de nous voir, il fallait que je vous consacre tout de même quelques lignes, car j'ai passé un long moment durant mes jeunes années à vos côtés. Il y avait d'abord le fils prénommé Hervé qui m'a entraîné dans ses brocantes, à se lever très tôt les dimanches matins pour se rendre sur les marchés aux puces en banlieue de Lyon ou ailleurs. Nous en avons acheté des babioles et d'autres choses plus importantes, comme ce lot de films en format réduit, acquis un samedi après-midi à la salle des ventes à Romans. Nous avions rempli le coffre de la Chevrolet, des dizaines de boîtes de ferraille, emplies de pellicules 9 mm 5. Ensuite, il y avait Violette, la maman d'Hervé, maîtresse de maison exquise qui savait confectionner les meilleurs gâteaux pâtissiers pour nos goûters du dimanche. Elle était par ailleurs capable de tenir des conversations qui n'en finissaient plus. Son mari, c'était Marcel, surnommé Ninou, un grand travailleur malheureusement frappé par un diabète précoce à l'âge de 37 ans. Comptable de profession, il était capable, après la sortie du bureau, de faire encore des heures supplémentaires pour bricoler chez lui. Et j'imitais son phrasé, je caricaturais sa voix pour faire rire la galerie. Enfin, il y avait le grand-père également, prénommé Marcel, 1904-2000. Pendant la Première Guerre mondiale, ce dernier a quitté sa Corse natale pour venir travailler avec sa famille dans la Drôme. Toute sa vie professionnelle, il a consacré au métier de la chaussure. Sportif, endurant, Marcel s'était évadé en Silésie en Allemagne en 1942 pour revenir dans sa ville de Bois-de-Péage. À la retraite, il ne chômait toujours pas car il restaurait les meubles de son petit-fils qui en achetait sans cesse. J'ai eu le bonheur d'enregistrer les souvenirs de ce sympathique grand-père quelques années avant son départ. Je pense à vous, mes jeunes, où que vous soyez aujourd'hui en France ou dans le monde. Je ne peux pas citer tout le monde car la liste prendrait des pages. Je ne vous remercierai jamais assez pour tous les moments passés chez moi, autour de la table, dans ce petit appartement dans lequel vous avez mangé, bu, parfois un peu trop, grillé des quantités de cigarettes, ri, pleuré, chanté, joué de la musique et gueulé parfois aussi comme des cons. Même si pour la plus grande partie d'entre eux, le contact est devenu rare, voire terminé, j'ai gardé précieusement dans mes albums les traces de vos passages. Combien de canettes d'oasis vidées? Combien de sacs de pâtes et de steaks hachés engloutis? Diantre! Je ne peux donner un chiffre, mais ce fut astronomique. Et toutes ces soirées, ces nuits à parler, échanger alors que plusieurs générations nous séparaient. Ces années resteront gravées dans ma satanée mémoire qui persiste à garder le meilleur des actes passés. Cela représentait une bonne huitaine d'années, au cours desquelles nous avons vécu un rêve extraordinaire. Merci à toutes et tous. Enfin, je pense à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été cités, nommément, mais qui ont jalonné ma vie, à mes voisins à la campagne, mes professeurs des écoles dans lesquelles j'ai réussi à bénéficier d'un bon enseignement que je voulais bien écouter, à tous ceux qui ont travaillé avec moi lors de mes contrats de misère, tous ces seniors, patrons, présidents d'associations sportives, hommes et femmes politiques, commerçants, personnalités locales, etc.,
aux gens qui ont été des relations de passage, aux compagnons de table, aux copines des soirées, à tout le monde. Je conclus cet ouvrage par une pensée fraternelle qui vous est adressée en toute sincérité. Je vous remercie à tous d'être passés. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve très vite pour un nouveau livre. Bisous bisous.